Oui, mais parfois les gens arrivent, se mettent derrière, écoutent debout. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un petit espace de discussion. Donc, bienvenue aux rencontres de la boutique Potemkin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une boutique de DVD, on est éditeur depuis 18 ans. La boutique existe depuis 18 ans, et depuis une dizaine d'années, on fait des rencontres régulières avec des réalisateurs, des réalisatrices, des critiques de cinéma, des comédiens. Et l'idée, c'est de profiter de l'actualité, d'une sortie DVD, pour revenir parler d'un film, d'avoir le temps. Voilà, on n'est pas dans une actualité, on est dans la fin de la vie du film au niveau hexagonal, mais voilà, on est dans une sorte de passation comme ça, donc on a le temps. On n'est pas dans l'urgence de l'avant-première, la pression des entrées, voilà. On espère créer cet espace de discussion un peu plus détendu. Et donc on est très heureux d'avoir ce soir avec nous Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, qui sont les réalisateurs et réalisatrices de Linda veut du poulet. Alors moi j'avais découvert le film à Cannes l'an dernier, à la CID, c'était une journée à Calais d'ailleurs. Et on en avait beaucoup parlé avec mes collègues, parce que c'est un film d'animation, un film tout simplement, qui nous avait marqué. Approchez-vous, il y a des places, il y a des chaises. Non. L'interruption, c'était dans l'ADN du film. C'est ça. Et voilà, donc on va échanger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis après il y aura la dédicace pour ceux qui veulent se faire dédicacer le DVD. Moi je commence, plutôt que de commencer par le film, moi j'aime bien commencer par mieux vous connaître. Donc voilà, il y a de la cinéphilie, donc je pose toujours la question de savoir d'où vous vient cette passion pour le cinéma, et avec la première question rituelle qui est quelle est votre première image, votre premier souvenir de salle de cinéma ou de film, quelque chose qui vous a marqué ou qui vous a... Voilà, donc ça remonte à peut-être il y a quelques années. Peut-être Sébastien, toi, Je me souviens pas. Alors d'abord, je crois que j'ai pas de passion pour le cinéma. Ouais. Je suis venu, finalement, je me retrouve à faire des films complètement par hasard. Donc c'était pas ce que je voulais faire au départ. Donc j'ai complètement raté ma vie. Moi, je voulais faire de la BD. Donc, finalement, je pense que j'ai plus d'images de BD que de films. Tintin, en fait, très clairement. Après, pour les films... J'ai envie de tout de suite te demander quel Tintin. Vu qu'on les connaît tous. Non, mais je pense que Tintin au Tibet, c'est forcément un Tintin qui marque, parce que graphiquement, il est très beau. Je confirme. Hein, ouais. Il est très étrange aussi, Tintin au Tibet. Après, j'ai lu Tintin, comme tout le monde qui lit Tintin depuis tout petit, donc je ne me souviens pas du premier Tintin que j'ai lu. Et sinon, les films, je crois que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Bambi, donc c'est un dessin animé, mais c'est normal, j'étais un enfant, donc voilà, on montre des dessins animés aux enfants. Ok, alors. Moi, s'il y a un souvenir qui me marque, c'est un film que j'ai pas pu voir, parce que mes parents amenaient mon frère voir E.T., et moi, c'était un film interdit, pour des raisons que j'ignore, mais ils avaient entendu dire que c'était pas pour des enfants de mon âge. Et donc j'ai un souvenir de crise, de larmes et d'empêchement. Donc c'est cette image-là d'un accès interdit, quelque chose de mystérieux. Et du coup, j'ai beaucoup fantasmé sur ce film. Et quand tu as fini par le voir, je l'ai aimé, mais après les films, c'est le résultat de ce qu'on a fantasmé sur le film, ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. C'est le résultat de plein de choses, mais ouais. Donc E.T., c'était ça pour moi. Après, il y a d'autres films qui m'ont marqué, dont un que vous avez mis là, qui est L'Incompris de Comencini, qui est un film qui après dialogue beaucoup avec Linda, parce que quand on se posait la question de l'enfance, l'injustice était au centre. Et c'est un film qui traite de ça, parce que c'est un enfant qui perd sa mère, et son père s'occupe que du petit, et il ignore la douleur du grand. Et à la fin, il y a justice, parce que le père souffre, accroupi sur son lit avec cet enfant qui est mourant parce qu'il a un accident près d'un arbre, il tombe sous la rivière. Et quand il va mourir, finalement, son père prostré devant lui demande pardon. Et alors, quand on a fait Linda, j'ai dit il faut un film dans lequel les parents demandent pardon, ils font tout pour l'enfant. Ça donne grande satisfaction. Mais oui, non, mais moi, ça me pose
ça me pose toujours la question. Bon, bah, on a pour Linda et pour les films d'animation, se demander s'il y a des choses qui, comment dire, qui sont pas trop dures à montrer ou à raconter. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose ou au contraire on se dit que les enfants peuvent évidemment entendre les choses les plus dures? Là, vous commencez Linda avec la disparition du papa. C'est rien dévoilé voilà, que de raconter ça, mais quelque chose qui est dur. Et en même temps, moi je l'ai vu avec des enfants de 5 ans, 6 ans, il y a quelque chose qui leur est très familier, quelque part, qu'ils comprennent et qu'ils comprennent tout de suite. Mais déjà, nous, tout ce qui était cinéma pour l'enfance, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup parce on parle jamais à l'enfant. On parle à des enfants tels que les adultes se représentent être un enfant, que les adultes ont souvent oublié. Donc c'est tout un monde édulcoré, un peu mièvre, très stupide. Des fois. On rabaisse les enfants. C'est des enfants très éduqués, ceux qui sont représentés au cinéma, sauf dans les films pour les adultes qui parlent d'enfance. Nous, on voulait faire un film pour les enfants, où les enfants puissent vraiment s'identifier et trouver vraiment leur père. Et souvent, les enfants, ils sont assez vrais. Leur père, P-A-I-R. Oui. Leur père, je j'en sois bien clair. Et, mais en tous les cas, qu'ils puissent se regarder à l'écran et pas aller voir un film qui fait plaisir aux parents. Parce que c'est souvent ça, en fait. Quand on fait un film pour les enfants, c'est pour les parents qu'on fait ce film. Les enfants sont des êtres assez affranchis, assez cruels aussi, qui sont vraiment racontés pour ce qu'ils sont de nouveau dans les films pour les adultes. Donc on s'est dit, parlons aux enfants leur langage. Ils côtoient la mort d'une manière assez inédite parce que c'est quelque chose d'assez loin d'eux, donc ils ne la craignent pas comme un adulte, du tout même. Ils vivent avec le sang, ils tombent tout le temps, ils ont la peau dure, comme disait Truffaut, les enfants. Donc on voulait faire un film assez, en italien on dit spregiudicato, sans préjugés, qui va de l'avant, quoi. Et donc il y avait l'idée du mouvement et puis d'une certaine force. On ne voulait pas adoucir ni édulcorer. Donc voilà, ça c'était un peu le point de départ. Et moi, les films pour les enfants ne m'intéressent pas en fait. Pour la plupart, il y avait tout un pan de cinématographie pour les enfants qui en réalité a été adressé aux adultes. Et c'est tout ce qui s'est passé en Europe de l'Est quand on ne pouvait pas faire des films librement pour les adultes parce qu'il y avait la censure. Et donc on faisait de la recherche, on inventait des prototypes en faisant semblant de s'adresser aux enfants. Mais c'est là qu'on parlait juste aux enfants, du coup. Et moi, ces films-là, ils m'intéressaient. Donc nous, on s'est beaucoup nourri de tous ces films-là. Il y avait ce désir de mettre ensemble ce qu'on est. On se retrouve avec Sébastien dans un territoire de recherche où chaque film est un prototype, où on explore des formes. Moi, je l'ai beaucoup fait un court-métrage. Je l'ai vu aussi dans mon premier long-métrage. Sébastien, il a expérimenté dans ses courts, mais aussi dans son premier long-métrage aussi. Lui, c'était sur le dessin, il voulait libérer un peu le trait. Et moi, c'était dans l'exploration de formes. J'ai toujours utilisé l'animation pour essayer de la comprendre, mais comme une technique. Donc, j'utilisais de la pellicule, de l'animation, de l'archive, du faux archive. J'ai toujours fait un peu ça au début. Puis j'ai quitté l'exploration des techniques pour explorer des formes. En tous les cas, moi, il m'intéresse des films quand ils sont des prototypes. Donc là, l'idée était vraiment de défoncer une porte dans la cour du long-métrage d'animation qui me semblait un cinéma, comme le cinéma de papa quand la nouvelle vague est intervenue en France. C'était un cinéma vieux, statique, lourd, où les acteurs jouent mal. Il fallait le libérer un peu. Donc, est-ce qu'on pouvait se permettre de faire ce geste-là? Je pense qu'on a commencé par une économie réduite. On s'est dit, on va le faire coûter peu cher. Pas comme la jeune fille où lui, il était seul à la mise en scène. Lui, il a travaillé comme un jazzman de la jeune fille. Nous, là, on avait besoin d'articuler une mise en scène commune. Donc, il y avait parfois des idées de prise de vue qu'il fallait traduire en dessin. Alors je ralentis un peu, mais je reviens quand même à cette idée-là de film pour enfants, un film, parce que moi, en voyant ce film-là, je me suis quelque part jamais posé cette question. Je l'ai pris en tant que spectateur et je l'ai pris pour un film, justement, qui était beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que je l'ai pris pour un film, déjà, et pour enfants et pour adultes aussi, parce qu'il y a énormément dans le film d'éléments contemporains qui questionnent ou qui viennent désorganiser
la société ou toute cette vie de quartier. Ouais, le rapport à- voilà, mais avec des figures familières, tristement familières comme la police, ou voilà, des figures un peu iconiques comme ça, mais aujourd'hui qui résonnent aussi. Donc, c'est vrai, mais ça c'était aussi dans un désir de mettre des enfants dans un tissu social contemporain, de ne pas le projeter dans des univers qui n'existent pas, avec des sorcières, des super pouvoirs et des étranges animaux. On voulait un film urbain où l'enfant avait plein de droits de citoyenneté dans ce monde. Donc en fait, on sait vraiment, c'est un film en italien, on dit schierato, c'est vraiment de leur côté. Mais c'est pas pour autant qu'il est confiné à un public d'enfants. C'est un peu ce que j'avais dit aussi au César, c'est que si on parle juste aux enfants, on parle à tout le monde. D'ailleurs, le ton de la comédie, moi je pense que c'est un terrain de la comédie où l'enfant, il peut aisément rentrer. Un enfant, on peut montrer un film, je ne sais pas, de Billy Wilder, il peut le voir, un enfant. Et pourtant, c'est quand même aussi un film pour les adultes. Plein de comédies, on peut le montrer à des enfants. Enfin, je ne saurais pas pour des surfaces étanches. Étanches. Par ailleurs, oui. J'ai pas précisé évidemment que félicitations, vous avez eu César quand même. Merci. Les films d'animation, c'est pas. Non, mais c'est une reconnaissance, c'est un prix, c'est rien, c'est une audience élargie. Et je pense que les gens vous ont découvert, et puis c'est aussi la perspective aussi du projet d'après, j'imagine aussi. Pardon, je t'interromps. Oui, non, c'est juste pour revenir sur ce truc de film pour les enfants, pour les adultes. Très souvent, les films les films que les enfants vont voir au cinéma, qui sont très souvent des films américains et souvent des films d'animation américains, ils s'adressent aux adultes sous forme de clin d'œil. Souvent, il faut avoir des références, il faut connaître des choses, il faut avoir vécu. Nous, on ne voulait surtout pas faire ça, en fait. On ne voulait pas mettre de second degré. Il y a très peu de second degré dans le film. Il y a un tout petit second degré dans la scène de la cave, mais c'est tout. Voilà. On voulait un film qui ne fasse pas des clins d'œil aux adultes. On voulait un film qui parle à tout le monde. Et donc à tout le monde à partir de 6 ans. Oui, mais moi, encore une fois, je reviens sur la question, parce que j'ai pensé par exemple à un film assez dur, je ne sais pas si vous l'aimez ou pas, mais Ma vie de courgette, où le propos est lourd. Et moi, j'ai vu des enfants de 6 ans, 8 ans, mais complètement happés par l'intrigue, et je me suis dit, mais c'est quand même la force de gorgette, c'est une chemin. En fait, moi, je crois qu'il faudrait créer plus de passerelles entre le cinéma d'animation et le cinéma live, parce que c'est quand même du cinéma. Et qu'en fait, tant que l'animation se confine à l'animation, c'est comme si c'était un lieu un peu arriéré, un peu archaïque encore. C'est comme si la modernité n'était pas encore rentrée. Et cinématographique, du langage, du scénario, des histoires racontées, et tout, parce que ça prend tellement de temps, c'est un temps qui a fait que c'est des films un peu congelés, qui ne sont pas trop côtoyés, le temps présent, ils sont restés là parce que les animateurs sont encore en train de travailler. Donc le fait d'introduire des réalisateurs de la prise de vue réelle fait qu'on est beaucoup plus décomplexé, on s'en fout en fait. La valeur de ce César, c'est aussi qui a été donné. Sébastien, il fait de l'animation, mais pour moi, il n'y a presque pas un cinéaste d'animation, sinon il ne m'aurait pas intéressé, je crois, et de travailler avec lui. Toi, tu es directrice de la photo, tu es directrice de la photo? Non, moi je suis réalisatrice. Et, mais quelque part, le fait de venir du live fait que dans l'animation, il y a un vent nouveau qui peut rentrer. Je pense que peut-être à aucun réalisateur d'animation serait venu à l'idée, le désir de faire un film de la nouvelle vague en animation. Parce que il faut venir du live. Céline Sciamma, elle a amené des tons, elle a un peu cassé des portes aussi. Mais là, et on le voit dans certains films de Wes Anderson, en fait, ils prennent... il y a quelque chose de plus cinématographique qui arrive à l'animation quand il y a des réalisateurs qui brassent, qui viennent d'ailleurs. Donc il faudrait ouvrir plus et il faudrait arrêter aussi de dire moi je ne suis pas un spécialiste de l'animation. On parlait avec notre mandat international qu'il n'en peut plus. Dès qu'il y a un film d'animation, il entend ce discours de la part de gens qui sont quand même compétents en cinéma. C'est des films en fait. Après, chaque film a une technique et c'est pas... un film d'animation n'est pas fait que par sa signature graphique aussi. Oui, même si... Vas-y, Sébastien. Oui, ce truc aussi de l'animation égale enfance, etc., c'est un truc très, très franco-français et très européen en fait. Quand on va aux États-Unis et au Japon, et on le voit quand on voit les films américains et les films japonais, ils s'adressent à tout le monde. Oui. Enfin, ils s'adressent en particulier aux adultes. Mais alors, comme je disais tout à l'heure, sous forme de clin d'œil, mais quand même, c'est des films que les gens vont voir. Enfin, il n'y a pas cette espèce de cloisonnement qu'on a vachement fort ici, quoi.
Voilà. Et je suis d'accord avec ce que dit Chiara, pour le cinéma européen et français, parce que pour le cinéma japonais et le cinéma américain, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont réussi à casser beaucoup de codes, notamment des codes narratifs. Il y a des films presque expérimentaux, voilà, qui sont quand même des films de grand public. Et qui marchent et qui plaisent, quoi, et qui se vendent, et qui... Voilà. Donc c'est des gens qui osent, en fait, aux États-Unis et au Japon. C'est des gens qui... Enfin, surtout aux États-Unis, je trouve. Même si on reste quand même dans un certain savoir-faire, dans certaines typologies d'histoire, il y a quand même des films, enfin, je pense à Vice Versa, par exemple, à Là-haut, enfin, voilà, c'est des films qui... Voilà, qui font quand même des pas de côté à plusieurs niveaux, quoi. Et puis au Japon, un film comme Endgame, par exemple, Je crois qu'il y a un documentaire, il y a eu un... Moi, j'avais fait un film pour la Lucarne Arte il y a 1000 ans maintenant. C'était quand j'ai commencé à utiliser l'animation après mon premier court-métrage. Mais même à l'époque, quand il n'y avait pas encore eu Valse avec Bachir, je me souviens qu'à la Lucarne, il se posait la question, c'est une case de chez Arte où on fait vraiment de la recherche. Il y avait Naomi Kawase qui faisait des choses de recherche, on avait des formats variables, qui allaient de 3 minutes à 40, à 32, on faisait ce qu'on voulait là-bas. Mais ils avaient peur que le mariage entre l'animation et la prise de vue dérange les yeux. Et pour dire d'où on vient. Et en fait, il y a eu comme... c'est-à-dire déranger les yeux, c'est-à-dire que... Qui dérange les yeux, qui on passe du dessin en live et qui ça puisse déranger la vue, ça dérange le spectateur, qui doit comme s'il fallait s'adapter. Et depuis, en fait, il y a eu beaucoup de recherches qui étaient faites, surtout dans le cinéma documentaire avec l'animation. Donc il y a des documentaires animés où l'animation allait très loin, comme dans le court-métrage. Et on l'a vraiment utilisé comme un outil de recherche cinématographique. Moi, ce qui me posait problème, c'était le long métrage d'animation, où là, tout doit rentrer dans l'ordre. Parce que je pense que c'est tellement cher qu'il y a tout un ordre de fabrication qui se reflète nécessairement sur la forme, sur le récit, sur plein de choses. Et donc c'est un cinéma un peu assis, parce que tout est fermé à clé, tout vient exécuter une fois qu'il était validé. Donc il n'y a pas beaucoup de liberté de remise en discussion. Le scénario n'est jamais mis à l'épreuve du réel. C'est pour ça que nous on a fait un plateau sonore d'ailleurs. C'est que le scénario est validé et puis on le fait. Tu valides, Chiara. C'est un plateau sonore, c'est-à-dire que sur les images, vous avez reconstitué les scènes. Non, les images n'étaient pas du tout. Ah, les images n'étaient pas. On a fait un plateau de 4 semaines où on était dans les vrais lieux du film avec les comédiens, donc on a fait en sorte que le film existe. Donc ça, c'était une condition pour faire ce film. C'est pour ça que je parle de Nouvelle Vague. Donc on a un peu allégé le processus. Il n'était pas question de demander aux comédiens de doubler des morts. Et donc en fait, le scénario a été mis à l'épreuve du plateau, donc beaucoup de choses se sont modifiées, mais il était déjà écrit pour se prêter à ça. Et donc on a fait un plateau qu'on n'a absolument pas filmé parce qu'on ne voulait pas non plus que les animateurs soient soumis à quelque chose de préexistant avec ce qu'on appelle la rotoscopie. En gros, c'est un calque de l'image au vue réelle. Moi, j'ai beaucoup pratiqué, mais d'une manière un peu plus libre, et ça se pratique en documentaire, mais un long métrage tout en rotoscopie, on va retrouver la lourdeur en passant par la porte de service. Donc on a fait le plateau sonore et à partir de ça, on a pu libérer le dessin parce qu'il y avait une telle réalité dans ce son que le dessin il pouvait arriver jusqu'à l'abstraction, vous voyez. Le choix, alors bon, on va ce chemin-là, mais le choix alors donc des voix et des personnages, comment ça s'est fait ou comment déjà peut-être à l'écriture il y avait des idées ou des pistes ou des gens. Non, quand on a écrit il n'y avait pas vraiment de pistes. Après on a travaillé avec des comédiens et des comédiennes dont on apprécie le travail en tant que comédien et comédienne. Donc c'est Laetitia Doche, Clotilde Dem, voilà. Puis la plupart des, enfin il y a beaucoup de personnages qui sont des enfants, donc là on a fait un casting, sauf pour la voix de Linda qui est une petite fille qu'on connaît depuis longtemps, depuis qu'elle est née en fait. Voilà, dont on connaît aussi le caractère et on savait aussi sa capacité à pouvoir déployer en fait une palette de jeux assez vaste. Mais pareil, nous, on n'a pas fait un casting de voix. Hein. On a non, c'est pas un casting de voix, nous, même pour les enfants. Comédiens. Ouais. Donc voilà, après c'est comme un film normal, donc on a fabriqué des accessoires en mousse pour que ça fasse pas de bruit parasite, mais comme ça les comédiens avaient des accessoires de jeu, les animaux ils ont été sculptés dans de la mousse, les meubles, les téléphones, les pistolets, tout ça on a fait des accessoires en mousse, et donc ce qui a fait que le tournage était une espèce de colonie de vacances quoi, enfin voilà, une espèce de truc où il y avait plein de jouets, et voilà, puis on a tourné dans on a tourné dans différents endroits.
et dont un endroit qui est un studio d'enregistrement de musique assez grand où on pouvait se déplacer, tous les comédiens étaient ensemble et on pouvait aussi aller dehors, il y avait un jardin. Donc toutes les scènes d'extérieur ont été enregistrées en extérieur, les scènes d'école, les scènes de parvis ont été enregistrées dans une école, les scènes d'école dans une école, les scènes de palier sur un palier, un vrai palier d'immeuble avec la résonance de ce palier d'immeuble là. Enfin voilà, c'était. Et dans l'école, il y a eu un tournage. Nous, on a des images. D'ailleurs, il y avait les gars du cinéma qui sont venus nous voir, qui cherchaient la caméra parce qu'il y avait la script. On n'avait pas un clap, mais à un moment donné, il était question de l'utiliser, même s'il ne fallait pas associer le son à l'image, juste pour donner des repères aux comédiens en fait. Mais dans l'école, il y avait des hordes d'enfants tels qu'on voit dans l'Inde, parce que nous, on avait. Il y avait une trajectoire dans le scénario, il était question de s'aimer du désordre, de créer le chaos, de partir de quelque chose comme ça, deux personnages, et puis se diriger vers le désordre. Et moi, c'est un mouvement que j'aime beaucoup faire pratiquement dans tous mes films, je fais ça. Et là, il fallait le créer en animation. Donc, il fallait voir déjà ce qui se passe. On a modifié énormément de scènes parce qu'on se rendait compte qu'il fallait gérer la horde. La scène des bonbons, nous, on était dans une place, en fait, la place centrale de l'Inda, c'est la cour d'une école élémentaire qui nous a donné accès pour le tournage. On lançait des vrais bonbons. Alors, la scène des bonbons, pour ceux qui n'ont pas vu le film, quand même, c'est la sœur donc, de Tante Astrid. Pour calmer les enfants, leur lance des bonbons. Mais c'est très drôle parce que j'ai monté à l'ami d'une amie et qui impatiemment, ça rejoint un fantasme absolu de chaque enfant. Il voulait attendre la scène des bonbons. C'était un truc complètement dingue parce que je sens que c'est une sorte d'orgie presque non, c'était assez drôle. Comment ça marque, ça les marque, ça vient rejoindre vraiment une sorte de fantasme d'imaginaire, voilà. Oui, puis les bonbons, c'est des petits éléments colorés. Tout le film est fait de petits éléments colorés. Enfin, tout le film est un bonbon, en fait. Parce qu'on va aussi, on dit aux enfants qu'ils sont des vendus, en fait. Quand ils prennent le bonbon... ils sont achetés à coups de bonbons. Et tout ça parce qu'elle devait faire la courte échelle. En fait, on ne sait pas qui est l'enfant plus que l'autre. De toute façon, les enfants, c'est des mauvaises personnes. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas plus gentils que n'importe qui. Non, mais c'est intéressant de voir comment, encore une fois, l'économie de la production donne un résultat au niveau du film et des choses. Je n'avais pas lu ça avant, mais il y a une énergie, en fait. Une sorte d'énergie au film, à l'image, à l'action, parce que c'est une comédie, mais c'est un film d'action. C'est un film d'action. C'est une énergie toute italienne. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est... Bon, peut-être. Bon, ok, d'accord. Mais non, moi j'aime beaucoup, avec ces petits éléments que sont la bague, le poulet, même les pastèques à un moment, mais comment ce sont des éléments de dérégulation totale. Et vous allez au fond de l'action, quoi. Donc ça, à l'écriture, vous avez dû, j'imagine, beaucoup vous amuser. Si, pas, parce que c'est pas forcément parce qu'on fait des choses amusantes qu'on s'amuse, parce qu'il y a du désordre et on travaille dans le désordre. Et du coup, là, il fallait vraiment tout un travail de broderie fine. C'est un château de cartes parce qu'on voulait réutiliser tous les éléments. Moi, j'aime beaucoup un scénario quand on retombe sur ses pieds à la fin. Donc, on dispatche un certain nombre d'éléments et puis à la fin, tout tourne. C'est comme ça qu'on avait fait. Mais c'est de la précision, c'est de la dentelle. Ah oui, non, tout à fait. Mais c'était complexe à construire, mais on voulait que le film déraille. En fait, quelque part, nous, on venait d'une expérience où Sébastien, avec la jeune fille, avait fait dérailler la ligne. Moi, je venais d'un film qui n'est pas sorti ici parce que c'était sous Covid, qui s'appelle Simple Women, qui était à Toronto, en Discovery, la section. Et là... il y avait aussi une expérience du déraillement dans le rêve entre deux pays. Donc on s'est retrouvé perdu en Roumanie alors qu'on était à Rome. Et l'idée du déraillement, c'est que la narration, elle marche toute droite, et puis il y a un certain nombre d'éléments, et puis à un moment donné, on fait pouf, et on s'en va. Et puis on peut embrasser le rêve. Il y a plein d'autres dimensions. En fait, le genre aussi s'ouvre à ce moment-là. Et ça épousait bien l'idée d'un trait aussi qui est ouvert à son tour, qu'à un moment donné se perd, ou qui n'a pas la nécessité d'être fermé. Donc une histoire qui n'est pas fermée, un trait qui n'est pas fermé. Et je crois que la force du film vient du fait que la forme dit la même chose que le contenu. Mais de fait, écrire le chaos, c'est compliqué. Donc c'était rigolo sur certaines scènes, mais c'était pas rigolo sur plein de scènes à écrire, parce que c'est vraiment compliqué d'essayer de donner une forme écrite
à quelque chose qui est... Enfin voilà, tout ce bordel à la fin du film, dans le brouillard, etc., même avant, je me souviens qu'on l'a réécrit un paquet de fois, parce qu'on avait des idées assez précises en tête, et que si on commence à écrire toutes les idées, ça devient extrêmement laborieux, ça devient très long à lire. Or, on savait que chacune des idées allait durer que quelques secondes ou une fraction de seconde, enfin voilà. Mais que comme il y a tous les personnages qui sont au même endroit, et qu'il se passe énormément de choses en même temps, voilà, c'était pas simple. Enfin, l'écriture a pris, je sais pas, 2-3 ans du film. Ah oui. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup aussi comment ce chaos, ce désordre s'organise à partir d'une idée fixe, ce qui est le titre, et qui est... J'aime beaucoup cette façon de déplier une blessure, un trauma, et de faire tout ce chemin pour arriver à quelque chose, pour arriver à comprendre ou à entendre ou à avoir envie de... Et ça, il faut ce temps-là. Il faut ce temps-là d'être des organisations pour qu'il y ait de la reconstruction. Je trouve que c'est pour ça que je trouve que ça doit parler aux enfants, mais ça parle énormément aussi aux adultes. Dans le film, la réparation, elle vient du collectif. Oui, c'est qu'eux, ils étaient dans la solitude de leur deuil. Là, cette mère, elle gronde Linda parce qu'elle est malheureuse, mais la gronde pour des raisons parfois qui ne sont pas bonnes, et puis elle pleure toute seule. Linda, elle est joyeuse avec ses copines, mais dès qu'elle rentre à la maison, elle n'est pas en communication. Donc en fait, il fallait mettre ces deux femmes en communication et puis leur faire embrasser la collectivité, le partage, être avec les autres. Il faut aller bien pour être avec les autres. Si quand on va mal, on s'enferme. Mais c'est pour ça que en plus l'entendre et le voir aujourd'hui, où le collectif, toutes ces notions-là, puis toutes ces images-là de la police qui rentre dans la cité, dans tout ça, elles sont connotées, elles sont lourdes, elles sont pénibles, et ce sont toujours les mêmes. Et là, c'est comme c'était de comédie, parce que de fait, la présence de la police est fortement incongrue, donc elle fait rigoler, parce que dans la comédie, en tout cas, celle que j'aime, celle qu'on aime, nous on avait en tête des films de Bogdanovich dans WhatsApp Doc, pour qu'est-ce qui nous fait rire quand il y a quelque chose qui n'est pas opportun, qui arrive, qui n'appartient pas au contexte. Donc la police qu'elle arrive parce qu'il brûle des poivrons, et ben, elle est inopportune, enfin, elle n'est pas dans le contexte. Et donc d'une manière assez voilée, je ne pense pas que la police, à chaque fois qu'elle intervient, elle est hors contexte, mais c'est vrai qu'il y a parfois, et bien souvent, un déploiement excessif qui ne regarde pas forcément ce qui se passe, on se base sur des clichés. Après, nous, on ne voulait pas non plus faire une critique de la police, mais cette façon un peu ludique, légère et tendre de raconter la chose, la prive de sa lourdeur, elle fait un peu réfléchir. Mais ça vient, je pense, aussi de beaucoup de cinéma de l'Est. Cette idée, et les poivrons qui brûlent, et les pastèques finalement qui cassent des vitres, cette présence incongrue aussi des objets. Beaucoup de cinéma de l'Est aussi l'avait utilisé. Moi, je trouve ça très beau, très poétique surtout. Alors, il faut parler, puis après, s'il y a des questions, évidemment, on va un peu tourner le micro, mais sur la question du parti pris graphique, quand même, du film, dont vous avez sûrement parlé, mais bon, qui est quand même assez fort dans le film, où chaque personnage a une couleur quelque part, où il y a une identification comme ça très forte, comme une sorte de halo, de aura presque du personnage qui au bout d'un moment devient un point lumineux presque. Déjà, pourquoi ce parti pris? Est-ce que c'était évident dès le début? Ça c'est des choses de mise en scène, on a fait dès le scénario, je pense, quand on a commencé à discuter. Disons que ce qui était à l'origine, c'était la possibilité de se très ouvert, mais après il y a des choix que le film a imposés de lui-même. Notamment pour les scènes de foule, il y avait tous ces gamins qui faisaient du chaos. On s'est dit qu'il y avait deux avantages à la monochromie. Un, c'était une certaine joie des foules qui était comme un phare pour une fois. Une scène d'insurrection devenait comme un carnaval, sans la priver de sa cruauté parce qu'on casse des vitres, mais c'était aussi très joyeuse. Donc en fait, l'idée de la monochromie donnait des confettis, un effet confetti qui m'en plaisait beaucoup. Et par ailleurs, libérer aussi le dessin parce qu'il n'y avait plus de souci de conformité au modèle. Moi, ce qui me gênait beaucoup dans l'animation, c'est le fait que les personnages ont toujours le même visage. Or, au cinéma, les plus grands acteurs, ils sont grands quand ils se transforment. On s'est dit, mais dans cette scène, on ne le reconnaît pas. Il modifie sa tête. Donc, en fait, je ne voulais pas obliger les animateurs à la conformité au modèle. Ça aussi, parce que je ne viens pas de l'animation. Donc,
si c'était bizarre, bon, déjà, j'étais avec un outsider, et puis les autres disaient, mais la pauvre, elle veut faire de l'animation, donc elle fait des choix bizarres, comme pas de respect pour le modèle. Et puis j'étais née, par contre, au gros plan détaillé, qui est quelque chose que la jeune fille avait un peu dans le film que j'avais vu de Sébastien avant. Mais là, il fallait vraiment l'intensifier, cet écart entre le plan large, qui est le plan du mouvement, et le gros plan qui est le plan du sentiment, en fait, on est plus proche du personnage. Ça, on pouvait se permettre de passer de plans très très détaillés à un point pour le plan large. Exactement. Et ça, né avec le film, dès qu'on écrivait, il y avait ces décisions étaient prises. Et par ailleurs, tout ça coûtait aussi vachement moins cher. En fait. Ah oui, d'accord. Faire des foules avec un point et une couleur, on voyait bien que ça coûtait moins cher. Non, et puis c'est étonnant aussi, parce que c'est dans ce carnaval un peu voilà, cette foule de fêtes de confettis, dans un quartier populaire, on se pose, c'est marrant, c'est la question de la couleur de la peau, on ne se la pose pas comme ça. C'est assez basique. Nous, ça, on avait vraiment fait. Non, et moi en regardant, je me suis dit, mais c'est marrant, je me pose pas cette question. Même on rigole beaucoup parce que non, on n'avait pas eu l'avance sur recette sur ce film, parce que l'animation est un peu dure à faire passer, surtout on était à un moment de c'est un aide pour faire des films, voilà, mais je pense que, je sais pas si tout le monde sait. Mais on avait beaucoup de films en prise de URL à notre session. Mais le CNC, on l'a eu d'autres manières, et notamment avec un aide qui s'appelle l'aide à la diversité, c'était. Ouais. Donc ils nous ont demandé. Après, c'est des publicités Benetton, quoi. Ils nous ont demandé de pondre une note d'intention où on justifiait cette idée de plusieurs couleurs, plusieurs visages, plusieurs races. Ouais. Donc on l'a fait. C'est un film avec des gens de couleur. Voilà, c'est ça. Et du coup, on a eu l'aide. Ah oui, d'accord, d'accord. Bah, ce qui est quand même le but. Non, mais c'était intéressant de voir comment, comment on n'était presque pas habitué à ce que ces questions soient pas posées, quoi, quelque part. Malheureusement. Puis nous, vraiment, on ne voulait pas faire un film forcément de banlieue. Quand on parlait avec Sébastien, nous, on voulait un endroit où les enfants puissent librement circuler. Si on les avait mis à Goncourt, évidemment qu'il y a le métro, le bus, c'est un contexte urbain trop grand où on ne pouvait pas les observer seuls. Et vraiment, en tout cas moi j'avais un désir de les observer sans leurs parents parce qu'ils sont infiniment plus intéressants les enfants sans les parents. Il fallait un contexte où ils puissent s'approprier des lieux. On se disait avec Sébastien que les lieux sont vraiment appartiennent à qui vit le plus dans un lieu. Donc si les parents ils partent le matin travailler, la cité n'appartient pas à eux, appartient aux enfants qui jouent dans la fontaine, qui se sont inventés une façon de réutiliser une fontaine où il n'y a plus l'eau pour jouer au foot, qui décident des destinations, des choses, des lieux, qui passent du temps dans ces lieux, qui connaissent chaque centimètre du trottoir. Les parents traversent ces lieux, donc finalement c'était un peu la cité des enfants et c'était en banlieue. Parce que, et pas que c'est une banlieue qu'on a un peu inventé, il y a un contexte qui n'est, je ne sais pas s'il est idyllique, mais elle est à la frontière avec la campagne, parce qu'il y avait aussi une réflexion par rapport à la nourriture, d'où viennent les choses, est-ce que c'était de la campagne, ou c'était de la ville. Mais elle est assez paisible, parce que c'était un terrain de jeu destiné avant tout à des enfants qui devaient y circuler seuls. D'où cette paisibilité-là. Nous, on a rencontré plein de gens qui ont vécu en banlieue, en province. Et Provence. En Provence. Mais peut-être aussi en Provence. Et ils se sont reconnus, la banlieue de leur enfance, alors que nous, on ne la connaît pas, la banlieue de leur enfance. On l'a inventée, en fait. Les questions des gens qui ont vu le film, tout le monde. T'as pas de questions? Comment vous vous êtes rencontrés? Je peux dire que ça fait 20 ans qu'on se connaît et qu'on a souvent travaillé ensemble. C'est-à-dire que c'est pas notre première collaboration, ce film-là. Donc soit moi j'ai fait des animations pour certains films de Chiara qui donc mélangeaient animation et prise de vue réelle, soit on a collaboré à des scénarios pour des films de Chiara ou des films qu'on a fait ensemble. Enfin, voilà, donc voilà.
Après le comment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je me rappelle d'un jour où je suis venu avec Milo et Héloïse à C'était quoi le nom? Miu. Ouais, le studio, ouais. Et je me rappelle que vous nous avez montré des petites images, mais on avait vu que le poulet, non? Je me rappelle pas ce qu'on avait vu. Il me semble que j'avais vu un petit poulet quand même qui se dessinait. Et je sais pas si vous en avez parlé, mais je me suis fait la réflexion, du coup c'est un projet qui datait de très longtemps, non? En fait, c'est un projet qu'on a écrit il y a assez longtemps et qu'on a mis dans un tiroir parce qu'il n'était pas prêt. Ou nous, on n'était pas prêts à le faire, on n'avait pas trouvé la forme vraiment, et donc il a fallu qu'on attende que Chiara fasse son long métrage et que moi je fasse le mien. Et voilà, puis après, c'était aussi un projet qui a été pas simple à financer parce que, mine de rien, quand on dit on va faire un film pour enfants dans lequel il y a un animal et un enfant, et l'animal ne devient pas le meilleur ami de l'enfant, ce qui est le cas de tous les films pour enfants dans lesquels il y a des animaux, à peu près, c'est pas simple. Quand on dit qu'on va faire un film dans lequel il y aura une couleur par personnage, c'est pas simple. Quand on dit qu'on va faire un film dans lequel il y aura des plans non figuratifs, c'est pas simple. Et aussi dans lequel il y a du chaos, du bordel, la police, enfin bref, c'était pas là aujourd'hui, c'est rigolo parce que effectivement le film, bon voilà, il y a eu César, on a fêté notre 32e prix à l'international, enfin, le film plaît, mais sur le papier, c'était vraiment pas évident. Et ce qui a été décisif en fait, c'est que d'une part on avait un duo de producteurs, enfin un trio même de producteurs qui nous ont fait vachement confiance sur la façon qu'on voulait de travailler, et ce décloisonnement, le fait de commencer par les voix, le fait d'avoir cette ligne ouverte, le fait d'avoir une couleur par personne, enfin ils étaient vraiment allez-y. Et l'autre chose, c'est le fait de faire un film pas cher, ça nous a beaucoup aidé. C'est-à-dire que si le film avait coûté 7 millions, ça veut dire que c'est le prix moyen d'un long métrage d'animation en France, 7 millions à peu près, on ne l'aurait pas monté. Parce qu'il y aurait eu trop d'enjeux financiers sur le film. Une chaîne de télé n'aurait pas mis, une chaîne de télé comme France Télévisions, mais 10%. Donc jamais France Télévisions n'aurait mis 700 000 euros sur ce scénario-là. Et tant mieux, c'est-à-dire que tout est cohérent en fait. Il est libre parce qu'il est pauvre, et il est pauvre pour pouvoir être libre. Et donc le film peut exister parce qu'il coûte 2,5 millions. C'est un des films les moins chers en animation, globalement. Quoi. Puis au moment où on l'avait écrit, on était encore personne. Sébastien avait fait quelques courts-métrages, moi j'avais fait des courts-métrages, j'avais fait ce film pour la Lucarne, mais on était là, personne. Puis on a fait chacun ses films, mais pareil, c'était quand même pas des expériences qui nous donnaient accès à un budget de 10 millions, parce que c'était des sorties confidentielles, moi en Italie, un peu dans d'autres pays, Sébastien en France, c'était quand même des petites sorties, donc en fait on n'avait pas du tout la taille de présenter un long métrage à 10 millions. Ils ne nous auraient pas donné 10 millions. Et ça, les producteurs l'ont compris. Et puis on a avancé comme ça. Et puis même par rapport, je pense que très vite, ils ont senti, même les chaînes, qu'il y avait une force de proposition formelle où le budget n'était pas une contrainte, c'était une décision. Et donc on a procédé comme ça, et ça s'alignait bien à la filmographie de l'un et de l'autre. On s'était né sur des budgets légers, sorties confidentielles, film. Après le film, on ne pensait pas qu'il avait autant de succès que ça, mais ça doit être un film, un autre Discovery, à Toronto, en ouverture, un autre La jeune fille sans main, un autre Underground. Et en fait là, de toute façon, moi ce que je pense, mais je ne suis pas la seule, c'est que les nouveautés ne naissent jamais au centre, elles poussent par la marge, et puis elles se dirigent vers le centre quand ça marche. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. La direction, c'était de la marge au centre en termes de reconnaissance, mais ça reste. C'est pas seulement une reconnaissance des festivals et des prix, il y a une adhésion du public. Oui, mais c'est ça qui nous fait plaisir. On parle des entrées, on parle vraiment des entrées là. Oui. Au-delà de la question peuple et les festivals, tout le monde s'en fout. Je pense qu'intéresse surtout le producteur, puis nous quand on va faire un film d'après, mais
On parle de... Quel retour vous avez d'ailleurs des spectateurs quand vous faites, Des spectateurs Des spectateurs, Ah, tout ça. non, Qu'est-ce que... Mais de toute façon, les gens qui n'aiment pas, ils viennent pas nous le dire. C'est pareil, c'est-à-dire que voilà, enfin, donc, on a des très bons retours. Vraiment, tout le monde adore. Non mais voilà. Après, c'est vrai que les récompenses, ça nous fait plaisir parce que ça nous montre que autre chose, parce qu'on a bien conscience que c'est un film c'est un prototype, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres comme ça, voilà, dans le monde, bah, ça plaît. Voilà, et en fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, beaucoup de gens du milieu, notamment de l'animation, qui se disent ah oui, en fait, on peut faire les choses d'une autre manière, on peut changer il suffit de se déplacer un tout petit peu, et en fait, on arrive à des formes qui en fait peuvent exister et peuvent plaire. Donc voilà, ça nous fait bien plaisir. Ouais. On va passer un extrait, alors peut-être recontextualiser cet extrait. Alors c'est un extrait qui passe de nuit, alors aussi par rapport à ce traitement-là, du jour, entre chien et loup, la nuit. Ben ça c'était voilà, un parti pris pareil, assez tôt, assez fort. Donc, Oui, alors après il se trouve qu'il y a quelqu'un de très important dans ce film, il y a deux personnes qui sont importantes, là on est deux, mais en fait il y a deux autres personnes qui sont... Il y a la chef déco, qui est l'autrice de tous les décors du film, qui est une peintre, une plasticienne, qui a donné une empreinte très, très forte au film, parce que c'est elle qui a fait tous les décors, elle a été assistée par quelqu'un qui a placé des textures, mais elle a fait toute la colorimétrie du film. Donc c'est considérable, et c'est notamment elle qui nous a fait cette proposition de décors de nuit qui sont comme de la carte à gratter. Voilà, donc avec des traits colorés sur un fond noir, peint, voilà, donc comme si on avait retiré la carte à gratter, quoi, comme quand on était petit. Et puis l'autre auteur important, c'est Clément Ducol, qui est auteur de la musique du film, et comme il y a 3 chansons dans le film, et beaucoup de musique, ça nous, voilà, c'est des personnes qui donnent une empreinte au film très très importante. Et puis cette scène en particulier, elle est assez unique parce qu'elle préexiste le scénario. C'est qu'elle a été écrite en dehors, en soir. D'accord, ok. Et avec un mode de la pensée, en tout cas moi je sentais proche, comme ça, au fil de la pensée, de manière très simple, on égrène des concepts et puis on arrive à parler des distances en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi dans Le Bonheur. Où lui il parle de son amant, alors ça n'a rien à voir avec ça, mais il parle de sa femme et de son amant, alors il y a une question de poirier et de pommier. Et puis petit à petit, c'est une conversation qui procède comme ça par étapes. Et il pose des constats, et puis progressivement, il y a un aspect même un peu philosophique, mais assez doux. Mais moi, ça m'avait touché. Donc voilà, c'est une série. Tu l'as mis dans ta sélection DVD, Le Bonheur, qui n'est pas un film très gai, hein, qui est pas un film, Le Bonheur de Agnès Varda. Non, mais c'est un film. Non, mais c'est un film vrai. Elle le disait souvent, c'est le verre à la pomme. Mais il n'y a pas de bonheur sans contraste, ouais, je ne sais pas comment dire. Et dans le film, pareil, nous, c'est pas parce que c'est une comédie, Linda, parfois, enfin, je me le souhaite, on a vu au public rigoler, mais nous-mêmes, on se pliait de rire quand on était chez Mémé avec Serge sur son flingue. C'est vraiment une comédie de l'absurde. Et c'était vraiment, on voulait du screwball comedy. Là. Mais là, c'est quand même des plages de mélancolie. Où effectivement on rigole pas, mais la comédie peut tout inclure en fait. Enfin, on peut faire une comédie et pleurer aussi, hein, des fois. On passe l'extrait. Si on arrive à être... Sûrement. Il a peur dans le noir? Oh, tu sais, quand t'étais dans mon ventre, t'étais dans le noir aussi. Mais je me souviens plus. On ne se souvient pas de ce moment-là. Mais ça a existé quand on s'en souvient pas? Oui. Papa, il a existé? Ça oui. Mais je me souviens plus très bien. C'est normal que tu te souviennes plus. T'étais toute petite. Et le poulet au poivron, ça j'en souviens. Oh, tu lâches pas l'affaire, hein. Bon, allez, tu l'auras ton poulet. Avec des poivrons? Avec des poivrons. Demain, j'aurai craché vomi. Juré. Allez, dors bien.
La musique, juste peut-être quelques mots sur parce qu'il y a des intermèdes musicaux, non, pas des intermèdes musicaux, des chansons, des vraies prises de pouvoir de la chanson dans l'image. Nous, on avait écrit des chansons, parce qu'on voulait un film qui soit aussi chanté, mais qui ne soit pas pour autant une comédie musicale. On voulait un film où il y a tout ce qui nous plaît. Oui. Et donc ces chansons étaient aussi utiles dans la narration parce que c'est un film qui se passe tout au temps présent. Et donc on a une connaissance des personnages dans le contexte de cette action-là, mais on en sait peu sur leur passé. Et donc c'était des endroits dédiés à l'approfondissement de certains caractères. Donc Paulette, son deuil, sa détresse, donc on est un peu plus intime, on est un peu plus avec elle. Et puis Astrid, son enfance avec Paulette, le fait qu'elle était toujours au secours de sa petite sœur, qu'elle était comme un boulet, quoi. Donc on raconte un peu plus ça. Et puis même ce père qui est dans un endroit mythique de la mémoire de Linda, et donc de restituer des souvenirs aussi de son histoire d'amour avec Paulette, d'être un peu avec eux. Et là c'était un triomphe de mettre cette chanson. Et pour lui donner, parce qu'il est 1000 fois mentionné, mais on ne sait pas qui il est, donc quand il arrive, c'est la magie, quoi. Et donc on a écrit ces chansons, et Erwan Kerzanet, qui s'est occupé de toute la conception sonore du film, et lui il a vachement accompagné cette idée du son direct, qui après a vraiment donné vie à cette nouvelle vague animée. Donc il a vraiment participé de cette réflexion avec nous en amont. Et lui, il avait travaillé sur un net de Léos Carax, et il y avait Clément Ducol qui avait, pour ce film en particulier, travaillé sur les arrangements de la musique des Sparks et sur la musique du film. Ah oui. Et donc il connaissait Clément et il trouvait que potentiellement il pouvait y avoir une belle relation, parce que nous on est au cinéma d'animation et pas. Ce qui Clément est à la musique. Donc il y avait un rapport d'expérience, il a été dans la recherche lui aussi musicale quelque part, et par son travail qu'il a fait avec Camille et au cinéma. Donc parce qu'il travaille avec sa compagne, Camille. Et ils avaient fait des chansons où il y avait des enfants qui chantaient des instruments un peu cassés. Il n'était pas dans la performance. Encore que je pense qu'il est capable de diriger une orchestre à Berlin via Skype. C'est pas qu'il ne peut pas. C'est que c'est un chercheur lui aussi. Et donc on s'est mis, nous trois chercheurs, et lui il nous a magnifiquement arrangé ces chansons, que nous on avait très mal préarrangées. Et voilà, il a donné, et après il a cousu tout ça avec des interventions musicales tout au long du film, qui dialoguent aussi avec la musique des chansons. Et quelque part il a donné, mais c'est comme Margot en fait, c'est ce qu'il disait Sébastien, Margot et Clément, ils participent du ton de Linda, profondément, comme pouvaient faire des grands musiciens, Nino Rota à son époque, ou vous, comment s'appelle-t-il, Michel Legrand par exemple. C'est des films où quand on entend, nous on voulait que quand on entend la musique, on voit le film, on se rappelle du film. Et il a eu cette puissance-là. Mais j'imagine que c'est le fruit d'un dialogue aussi avec Mais vous. pas tant que ça, hein. C'est-à-dire que nous on lui donnait les paroles, lui il mettait la musique. Il y a quand même eu du dialogue, quoi. Notamment sur une chanson, quoi. Il y avait des plages musicales, donc on lui disait à quel endroit il fallait mettre la musique. Mais vraiment, il y a eu quand même une réception assez remplie de gratitude, en tout cas me concernant. Quelque part, des chansons. Il y a eu des conversations qui se sont faites surtout sur la durée. C'est trop long, il faut raccourcir. Mais franchement, sur tout ce qui était arrangement, il y a eu une grande liberté. Mais c'était pareil avec Margot. Elle avait fait des pochades au début de tout le film pour voir vraiment, il y avait des pans de couleurs à la gouache, on décidait des couleurs du film, mais après elle a une très grande liberté parce que
C'est comme si on invitait des artistes dans le terrain du film. Ouais. Le seul moment où il y a eu peut-être un malentendu, mais ça a duré 2 heures parce que 4 heures après, il nous a livré la musique, c'était sur la chanson du père, parce que les paroles sont vraiment très tristes. Et donc on avait reçu une musique assez larmoyante, mais il suffit de dire à Clément qu'on voulait des claquettes, des coups de projecteur, qu'on voulait que ce soit le spectacle de la mort. Et puis c'est là qu'on a cité All That Jazz de Bob Fosse. Et là, auquel cette séquence doit énormément. Quand on voit le film, on s'en rend compte assez immédiatement. De toute façon, on a piqué et tout. Oui. Mais comme tout le monde, hein. Mais c'est très bien. Et donc voilà, il a compris. Et puis du coup, nous a livré cette musique-là. Et puis même sur le fait que les comédiens ne devaient pas chanter. C'était pas une performance de comédien, le chant. C'était le personnage qui chantait. Donc Pietro Sermonti, on peut pas dire qu'il joue juste, enfin qu'il chante juste. Mais c'était pas grave parce que c'est le père qui chante, donc même une voix cassée, ça faisait partie du système. Les dessins ils sont pas performants non plus, la narration ne l'est pas non plus, elle s'en va à l'ouest, enfin rien n'est performant dans ce film, c'est un peu un éloge de la non-performance. Sébastien, est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Ah ben je suis toujours d'accord avec tout ce qui est... Non, mais ce truc de non-performance et d'élèves agités, voilà, enfin, c'est des choses c'était notre intention, ça, de faire un film pas performant, qui présente des personnages pas performants, dans un univers qui graphiquement n'est pas performant. Quand ce qu'on appelle performance, c'est vrai que dans l'animation, on a tendance à aller... le résultat. Voilà, on va fignoler les choses, on va... Et moi, ça m'abasourdit en fait ce truc-là, c'est-à-dire que quand on va reprendre une feuille dans un arbre qui est en haut dans un coin, vraiment moi ça m'intéresse pas du tout. Et dans beaucoup de films d'animation, il y a beaucoup d'énergie pour ce genre de choses. Et nous on a préféré mettre notre énergie et notre argent, le peu qu'on avait, mais qui était suffisant, ailleurs. Et, pour garder l'énergie. Pour garder l'énergie du film. Voilà. Donc c'est vrai que, je ne sais plus ce que tu disais, on parlait... Bah non, mais tu as dit de toute façon. Non, mais sur le côté performant et sur le côté d'une sorte d'envie de... Ce truc de performant aussi, c'est les personnages, et notamment les adultes, ils sont justement pas performants. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans le cinéma, en particulier pour les enfants, où on a des héros, des héroïnes, voire des super-héros et des super-héroïnes, et tout le monde est... Enfin voilà, on va sauver le monde et on va le faire bien, quoi. Et nous, on voulait absolument pas faire ça, et ça c'était dès le départ, on voulait présenter des gens normaux, qui ont des failles, qui se prennent les pieds dans le tapis, et les adultes sont moins efficaces d'ailleurs que les enfants, ils sont plus timorés. Même la figure de la mère. Mais c'est intéressant. Voilà, et cette mère elle est un peu cassée. Mais c'est intéressant parce que même par exemple, je repense à la scène de la gifle qui est hors champ, parce qu'on la voit pas mais on l'entend. Et on comprend très bien on comprend très bien que c'est une gifle. Et c'est marrant de voir l'assemblée des enfants qui commentent en fait, qui ont très bien entendu, mais pourquoi tout ça, il y a quelque chose qui redescend. Ça, vous voyez, les commentaires, c'est un truc qui est venu au tournage. Là, si on n'avait pas fait le tournage, c'était pas dans le scénario. Sans tournage, c'est typiquement quelque chose qui se met à exister quand on incarne un scénario. Donc il y a des surprises et c'est là en fait que le film commence à exister. Avant, si on avait exécuté le scénario, le film n'aurait pas eu cette richesse. Ça pour les chuchotements des enfants. Parce qu'on trouvait qu'ils jouaient mieux quand ils chuchotaient. Parce que c'est peut-être une langue, ils s'expriment dans la clandestinité. Les enfants, ils sont très peu à voir, surtout à côté des adultes. Donc moi, étant un adulte, je voyais qu'ils se parlaient, se disaient des choses, et en fait, ils étaient très justes. Donc on a amené tout au chuchotement. Quant à Paulette et le fait qu'elle gifle, moi, et là je parle vraiment en tant que femme et réalisatrice, j'en avais marre de voir sur l'écran des femmes qui ont droit à la centralité de l'écran, donc au protagonisme, que si elles sont héroïques, ou à l'époque c'était des divas, c'était sur l'esthétique en fait. Et que c'est vrai qu'il y a tout un cinéma, un pan du cinéma qui est un peu plus moderne, qui a commencé peut-être avec Vanda, qui met des personnages un peu défaillants. Alors à un moment donné, on a peut-être fait une fixette au cinéma avec la folie féminine, qui était l'autre priorité de la centralité de l'écran. Mais c'était une petite faille, une faille de rien du tout, un peu domestique, pas très intéressante, mais qui rend les personnages complexes, un peu humains, qui décomplexe aussi les parents. Dans l'animation, les parents sont toujours des super-héros
l'enfant regarde ce mythe des parents. En général, moi, de toute façon, j'aime bien faire tomber les mythes, les mythes sont de la mythologie, cul par terre, hein, donc qui se casse la gueule quand c'est pas permis, parce qu'on vit tous dans cette dualité-là. Et de quelque chose comme ça, qui dans nos têtes, qui existe en tant que mythe, et puis dès qu'on la côtoie, on est forcément déçu. Mais si on le sait avant, ça, ce n'est plus une déception, mais c'est une forme de richesse. Et là, Paulette, c'est une mère qui peut gifler, peut se tromper, peut revenir en arrière, aller de l'avant, peut être admirable des fois, exécrable d'autres fois, peut être petite aussi et grande. Nous, ce qui nous plaisait aussi beaucoup, c'était de l'écart entre les adultes et l'enfant, de le diminuer, de faire en sorte que ces deux âges-là commencent à se parler mieux, parce qu'ils ne sont pas séparés par des kilomètres. Même avec le troisième âge. Le troisième âge, très vite, on pense les vieux comme des enfants. Mais c'est vrai que si on fait ça, on peut se permettre de devenir adulte et on arrête, parce que nous-mêmes, on se dit souvent qu'on attend le moment où on sera grand. Parce qu'on se fantasme un âge adulte qui n'existe pas, où tout est juste, mûr. Et surtout à un âge où on sait pourquoi on fait les choses et si on prend la bonne direction dans notre vie, mais ça n'arrive jamais. Je ne veux pas pour autant nier la maturité, évidemment je suis plus mûre de quand j'avais, je sais pas moi, 15 ans. Mais c'est vrai, qu'on voulait se débarrasser de la performance et essayer de décomplexer aussi un peu le public et puis s'identifier avec des modèles un peu plus accessibles, surtout pour les parents. Et je sais que, je sais en tout cas, des femmes mères dans le public sont contentes de voir que cette mère gifle, se trompe, pardon, fait des tours. Non, mais même cette question d'injustice, où elle traite sa fille de menteuse, et puis après elle se trompe, elle s'excuse, tout ce mouvement-là, qui est très familier des enfants. C'est-à-dire que les enfants comprennent très vite. Ah oui, oui, mais elle avale très vite aussi le mensonge, les enfants. Les enfants, on peut les appâter avec le mensonge, c'est comme des oisillons avec des vers, qui s'appellent nacs. On leur donne à manger le mensonge et ils se gavent de mensonges. Donc, c'est vrai que les enfants connaissent la vérité de leurs parents, mais s'ils vont au cinéma, on peut raconter beaucoup de mensonges. Par exemple, les parents font souvent des promesses aux enfants qui ne tiennent pas. Ouais, ça arrive très souvent. Ouais. Et c'est pas juste. Ça ressemble presque à un mot de conclusion, mais ça n'en est pas un. Parce que je t'ai fait choisir une petite liste de films. J'aimerais que vous nous disiez que, voilà, 2-3 mots sur 3 films, parce qu'il y en a qui m'intéressent particulièrement et que j'aime beaucoup. Tu as mis dans ta liste Taking Off de Milos Forman. Qui est un film que j'aime beaucoup. Qui est un film qui déraille. Qui est un film qui déraille totalement. Ça, en fait. Ça déraille. Juste en 2 mots. Ça déraille et ça renverse, en fait. Et parce que dans Taking Off, il y a déjà un total déraillement quand les adultes se perdent, en fait, que le contexte urbain devient une forêt. Et donc à ce moment-là, on ne sait plus rien, où on est, qu'à quel moment, et même le temps, me semble, que la montre commence à tourner à l'envers. Donc il y a ça, et puis il y a le renversement. C'est des adolescents qui font des fuites, qui partent, et donc qui fuient chez eux. Et donc les parents, en grand style américain, ils décident que l'union fait la force et font comme un club de parents en quête des enfants. Ils essayent de faire expérience de tout ce qui peut appâter les enfants pour mieux comprendre leur fugue et éventuellement les trouver. Mais à la fin, on se rend compte que surtout la fille de protagoniste, elle n'est jamais sortie à un moment utopique où en fait ils sont en train de faire une partie de strip poker. Donc en fait c'est les premiers qui dérapent. Donc dès qu'ils ont goûté à la transgression, c'est la transgression la plus totale, alors qu'en fait la petite fille elle est habillée, elle a une chemise de nuit, on dirait la grand-mère de Chaperon Rouge, elle est très chaste en fait, alors que la mère elle est en train de danser aux soutiens-gorge. Et donc moi j'ai ce souvenir-là des parents qui expérimentent, ils prennent un cours de il y a cette scène cette genre. C'est la bourgeoisie américaine. Ce que j'adore, c'est que les Américains, ils ont invité Forman pour faire un film là-bas, en prédexant que là-bas, il aurait eu toute la liberté du monde, contrairement à l'Europe de l'Est. Et dès qu'il a fait ce film, il a pu travailler pendant 10 ans.
Donc c'est quand même énorme. Mais c'est le renversement aussi qui dialogue un peu avec Linda, parce qu'on aimait bien casser les clichés dans Linda. Et donc Mémé qui a vécu à la campagne, t'as fait ça toute sa vie, mais t'es complètement fou. Moi je les achète au supermarché, les poulets, comme tout le monde. Donc il y a plein de... Ou bien la maîtresse de yoga qui est la plus hystérique de la planète, c'est Capri Bonbon alors qu'elle est végane. Voilà, toutes ces choses-là viennent aussi d'un amour pour certains films, type celui-là. Deep End de Jerzy Skolimowski. Tu vas en parler. Un film moi que j'aime beaucoup. Bah, moi j'aime beaucoup ce film parce que c'est un film extrêmement plastique. Skolimowski c'est aussi un peintre. Et ça se sent beaucoup. Moi ce que j'aime dans ce film c'est l'histoire de deux ados, un ado qui est embauché dans une piscine. C'est ça. C'est surtout d'un ado avec une femme. Oui, voilà, c'est ça. Et toute la fin du film qui se passe dans le bassin est absolument incroyable. Et c'est un film dans la dimension plastique et rythmique et très, très saisissante, quoi. Voilà, c'est ce qui me plaît dans ce film. Et puis voilà, c'est cette histoire très passionnée, et puis ce contexte de la piscine, enfin voilà. C'est vraiment un sexuel. Éducation sentimentale, sensuelle, sexuelle. Et puis la piscine remplie de sang. Oui, ça aussi, c'est une image par rapport au côté plastique dont il parle Sébastien. Je pense que qui a vu le film, on a tous en tête. Il y a la silhouette, parce qu'il fait il vole la silhouette de cette fille. Voilà, il se balade avec elle dans le métro. Bon, il y a plein d'images très fortes. Rien que le début où il est à vélo. Rien que ce début, il est déjà hyper. C'est déjà une peinture. Quoi, un 4D, alors, lequel je vais choisir Le bonheur, tu en as parlé. Alors peut-être Cléo de 5 à 7, un classique de Varda. C'était moi un classique, on ne peut plus en parler de Cléo de 5 à 7. C'est vraiment pour moi un film. Mais tous les films de Varda, moi avant, je ne voulais pas forcément faire du cinéma. J'avais vu plein de films, à la fac d'ailleurs, mais j'ai fait vraiment... moi, j'ai fait une fac en Italie qui s'appelle les Dams, qui à l'origine était une faculté à l'intérieur de l'université. C'était un lieu, un endroit de recherche, on mettait toutes les disciplines ensemble. Il y avait Umberto Eco qui l'avait créé. Mais je l'ai un peu fait par défaut. Je ne suis pas sûre que j'étais sujet de quelque chose. En tous les cas, j'étais bien aveugle. Je regardais les films, mais je ne les voyais pas. Ou le contraire. Je les voyais, mais je les regardais. C'est très clair. Ouais. Et puis j'ai découvert Agnès Varda ici par hasard un après-midi. Ici, je parlais à peine la langue. Je flânais beaucoup dans la ville, là, comme ça. Et je me suis retrouvée à la Cinémathèque française et j'ai découvert les films d'Agnès Varda que je ne connaissais pas. Et j'ai compris que le cinéma était un moyen d'expression, ce qui peut sembler un peu... pas une rédite, il y a un mot pour dire ça en français, je ne sais pas, qui est un pléonasme. Pléonasme. Et ça peut paraître un pléonasme, mais moi c'était une vraie découverte. Et j'étais comme ça comme un enfant. Non, mais dans le cinéma de Varda et dans cette période-là de la nouvelle vague, il y a quelque chose de tellement... Mais elle est particulièrement... En fait, c'était... Elle expérimente plein de choses au sein du même film, elle s'interdit rien, il n'y a pas d'autocensure, de souci de cohérence. Dès qu'elle veut exprimer quelque chose, elle se donne les moyens pour l'exprimer de la manière la plus forte. Et même si elle ne répète pas la même mode expressif dans le reste du film. Donc c'est une langue ouverte et moi ça m'a bien saisi. Je l'ai découvert. Grosse proposition picturale aussi dans le bonheur humain. Quand même, de couleurs. De couleurs. Ouais, et ça, je pense que le lien avec l'impressionnisme, c'est assez fou, quoi. Les couleurs de bonheur, quelque part, elle a arrêté ce désir de couleur qu'on avait. Mais dans Cléo aussi, le rapport au noir et au blanc, et il y a cette scène incroyable où il répète avec Michel Legrand, elle répète des chansons. Il y a aussi une chanson d'ailleurs dans ce film, c'est un film chanté, enfin c'est pas une comédie musicale, mais il y a cette chanson qui est vraiment... Et en fait, on va de surprise en surprise dans cette séquence-là en particulier, mais dans tout le film, et où il y a un travelling en fait assez incroyable qui isole complètement le personnage qui est en blanc sur un fond noir. Et puis c'est comme si elle rentrait en elle-même, et puis ensuite hop, on s'éloigne, on revient dans la scène, et puis en fait cette femme blonde, enfin oui c'est ça, elle est blonde, puis en fait elle enlève sa perruque, elle est une autre, enfin, et toute la scène est une succession comme ça de rapports de noir et de blanc et de surprise, on va de surprise en surprise. Et on change d'état, parce qu'il commence à faire une chanson très joyeuse, qui s'appelle La Joueuse, etc. Voilà. Et puis hop, on bascule dans la chanson très, très dramatique.
Et nous, on sait, spectateur, qu'elle attend une réponse voilà, par rapport à est-ce qu'elle a un cancer ou pas. Quoi. Et cette scène est dingue. Corinne Marchand. Mais elle, en plus, elle fait des scénarios. Là aussi, on revient un peu à ça. Ce qui est assez fort, c'est qu'elle déploie un concept. Ça peut être le verre de la pomme, la mort qui guette la beauté, la beauté qui se fane parce qu'il y a la mort qui guette, et c'est tout. Et en fait, à partir de ce concept, elle fait comme des calembours, elle brode en fait. Et elle crée des mondes, mais les trames, elles sont presque inconsistantes en fait. Oui, bon, on parle de l'existence, de la... Si, c'est pas des mais en petits termes sujets. d'intrigue, Oui, c'est oui. qu'elle ne se base pas, ces films ne naissent pas d'un désir d'intrigue. Oui. C'est qu'elle brode autour d'un... Elle déploie des concepts. Mais quand je dis concept, c'est des réflexions. Des motifs, mais que ça résume comme ça. Vraiment, c'est le bonheur. Et puis elle l'a dit 1000 fois parce qu'elle a utilisé Mozart, elle en a parlé. Moi, c'est pas un film, j'ai beaucoup entendu parler de ce film-là. En tout cas, ça m'a marqué parce qu'il a un peu décidé de ma vie, le bonheur. Sinon, j'aurais peut-être fait toute autre chose. Mais c'est vrai que voilà, elle a cette force-là. Et voilà. C'est bien, ça donne, c'était le but de faire sectionner, ça donne envie de revoir ces films qu'on a vus et voilà, de les entendre en parler, c'est très stimulant, il y a des images qui reviennent et puis voilà. Un grand merci, c'était passionnant. Merci Chiara, merci Sébastien, merci tous les deux. Je vais pas poser la question du projet, des projets, mais en général, les gens, voilà, ont envie d'en parler. Donc il y aura peut-être quelques DVD à dédicacer, donc ils sont en vente à la caisse, et puis voilà, certains, et voilà, des aficionados, des habitués qui sont là. Donc merci beaucoup. Merci.